L'autre monde économie lobbying les clauses du Nezara /Jezara 21 mars 2020 Les clauses du Nezara /Jezara Alliance. Clause 1. L'annulation de toutes les dettes liées aux cartes de crédit, aux hypothèques et aux autres emprunts bancaires suite aux activités illégales du système bancaire et des gouvernements. Clause 2. L'abolition de l'impôt sur le revenu. Oh, impossible, ça ne se peut pas, c'est de l'utopie. Et pourtant, dans ma dernière communication, j'ai avancé l'hypothèse que mes prochaines communications porteraient sur le Nezara /Jezara. Alors voilà pour moi une façon spectaculaire d'introduire le sujet. Qui n'est pas endetté, qui ne rêve pas secrètement de voir ses dettes fondre comme neige au soleil, qui ne rêve pas de payer moins d'impôts et même pas d'impôts du tout. Impensable, impossible. Voici assurément ce que penseront la majorité des gens selon moi. Dans une prochaine communication je vais expliquer pourquoi non seulement cela est possible, mais comment cela doit arriver et comment cela viendra corriger une fraude magistrale dont nous faisons les frais depuis 1913 et même avant. Cela viendra avec la mise en application des clauses du Nezara /Jezara. Je partagerai alors un bref historique du Nezara et comment le Nezara s'est transformé en Jezara. Et simplement en racontant les principales phases de l'historique du Nezara, il sera possible de comprendre pourquoi ces clauses seront mises en application éventuellement et pourquoi ce qui semble si extraordinaire relève simplement de la plus élémentaire des logiques. Pour le moment, pour les néophytes j'aimerais mentionner que Nezara est un acronyme pour National Economic Security and Reformation Act. C'est un document /charte qui a été préparé par un groupe de travail aux États-Unis dans les années 90 et qui a été voté par le Congrès avant d'être transformé en loi par Bill Clinton en octobre 2000. Et la mise en application des clauses de cette loi créera rien de moins qu'un virage à 180 degrés de notre monde socio-économique et politique. Cette loi n'a pas encore été mise en application et on comprendra qu'une intense résistance à sa mise en application a prévalu depuis la signature de la dite loi. Originalement, le Nezara devait être annoncé, puis mis en application graduellement par la suite aux États-Unis. Cette mise en application n'aurait pas manqué d'influencer l'ensemble de la communauté planétaire et il était prévu que tous les pays de la planète adoptent les mêmes règles chacun à leur rythme. Comme la résistance s'est faite beaucoup plus opiniâtre que tout ce qui était prévu, un plan B a été adopté et il semble qu'il n'y aura pas d'annonce en bonne et due forme du Nezara. En fait, il semble que 209 pays ont convenu de respecter et de mettre en application les clauses du Nezara dans un accord qui prend le nom de Jezara, le G étant pour global. Et selon ce que je peux observer on travaille intensément à en arriver à la mise en application de ces différentes clauses du Nezara. Ce travail s'est particulièrement accéléré depuis le début de la présidence de Trump. Mais pour que toutes les clauses du Nezara puissent être mises efficacement en application au niveau mondial, il importe de respecter un certain ordre logique. Alors voici, selon moi, les deux premières clauses du Nezara /Jezara qui doivent être mises en application. La cessation de toutes les actions militaires américaines agressives partout sur la planète. L'établissement de la paix sur la planète entière. Plusieurs diront, la guerre a toujours existé et c'est un objectif complètement utopique. Pas tant que cela si on prend le temps de comprendre ce qu'il en est d'observer ce qui se passe en ce moment au-delà des apparences. Dans la dernière communication je faisais la mention suivante. On nous a menti effrontément et continuellement dans le but de nous enlever notre pouvoir et dans le but d'abuser de nous, êtres humains, aux fins d'un quelconque profit. Quand je fais mention de on, je fais référence à l'élite qui domine la planète depuis le début de l'humanité ou presque. Il faut comprendre ici que nous croyons vivre en démocratie. Et il semble que ce soit effectivement le cas, puisque nous avons le droit de vote. Mais en fait, nous vivons dans un système à double gouvernance. Cela est un fait très facilement vérifiable et dont très peu de gens font mention. Et pourtant c'est un fait tellement fondamental et ce fait est à la base de tout ce qui ne va pas sur cette planète depuis 1913 et même au-delà. On peut vérifier cela en allant sur le site de l'US Security and Exchange Commission. À titre d'exemple, voici un lien concernant le Canada. https://www.sec.gov/jbin/browse-edgar Action égale jet compagnie et SIC égale 00002300098 et ONE égale inclus des coûts 1 égale 40. Et voici un lien concernant le Québec. https://www.sec.gov/jbin/browse-edgar Action égale jet compagnie et SIC égale 00007222803 et ONE égale inclus des coûts 1 égale 40. En ouvrant ces liens,
il est possible de constater que ceux-ci donnent accès à des informations au sujet de corporations gouvernementales et qui concernent la gestion gouvernementale pour le Canada et pour le Québec. Il ne s'agit pas d'un énoncé farfelu et pour le prouver, il suffit simplement d'ouvrir quelques-uns des liens qu'on retrouve sur ces pages. En poursuivant la recherche, il est possible de constater qu'il en est ainsi pour la majorité des pays et des gouvernements de la planète. À partir de là ne devient-il pas évident de comprendre et d'assimiler la notion de double gouvernance? Pour que ce système se maintienne en place, il faut bien donner au peuple un minimum d'illusion à l'effet qu'il a un pouvoir décisionnel. Voilà pourquoi on lui permet de voter à intervalles réguliers. Mais il importe de noter que ces élections semblent de plus en plus truquées un peu partout. Alors des corporations, ça appartient à des intérêts privés. Il me semble, ah bien oui, voilà exactement où se situe le cœur du problème. Et qui sont ces intérêts privés? Sinon l'élite qui font partie du on dont j'ai fait mention plus haut. Bien sûr, cette élite ne peut posséder ouvertement ces corporations gouvernementales, mais ils ont mis en place un système très efficace pour exercer un contrôle quasi absolu sur celles-ci. Donc c'est à eux que les dirigeants élus doivent rendre des comptes, bien avant le peuple. Mais alors le peuple n'a aucun pouvoir réel, observeront certains, et, en fait, le peuple a le pouvoir absolu sur ces institutions à condition qu'il soit informé du fonctionnement réel de celles-ci et qu'il se réveille à cette réalité. Ensuite, il devient nécessaire que le peuple s'unisse de façon sans équivoque pour affirmer ses droits et son pouvoir face à ces manipulateurs. C'est exactement ce qu'on a fait en Islande suite à la crise financière de 2008 où le peuple est sorti dans la rue à plus de 90% à quelques reprises afin de reprendre le contrôle réel de ces institutions politiques et publiques. Est-ce qu'on en a entendu parler dans les médias de masse? Absolument pas, et ce seul fait démontre de façon sans équivoque pour qui travaillent ces médias de masse. Pas un seul média, pas un seul journaliste, pas un seul chroniqueur n'a fait mention de ce fait qui est pourtant un événement majeur dans notre monde pseudo-démocratique. Il s'agit probablement de la plus haute démonstration pacifique de démocratie à avoir jamais eu lieu sur cette planète. Cela me permet maintenant d'en revenir aux deux clauses du Nusara mentionnées plus haut, soit le retrait des forces militaires américaines et l'établissement de la paix sur la planète entière. Ici, il faut comprendre que le on dont j'ai fait mention plus haut et qu'on appelle la cabale/État profond, contrôle la planète à partir de 3 États indépendants, soit le Cité du Vatican, la Cité de Londres et Washington DC. Ce sont de minuscules États indépendants dans les pays où ils se trouvent. Washington DC exerce le pouvoir militaire pour eux et on se sert de celui-ci pour imposer aux dirigeants des pays où interviennent ces forces de se ranger derrière le plan des gens de la cabale/État profond. Règle générale, là où l'armée américaine intervient, il y a des enjeux économiques majeurs pour les gens de la cabale/État profond. Je suis convaincu que, fondamentalement, l'être humain n'est pas un être guerrier. Mais quand ces gens de l'élite ont un intérêt économique pour un endroit géographique de la planète, s'ils ne peuvent convaincre les dirigeants de ces pays par une voie plus douce, ils vont éventuellement faire intervenir l'armée en créant un problème et en mettant en application la méthode problème-réaction-solution, ce qui permettra éventuellement à l'armée d'intervenir de façon justifiée. Quand je fais mention de voie plus douce, je veux signifier des négociations où les dirigeants subissent divers niveaux de menaces. Pour bien comprendre, il suffit de lire le livre « Confession d'un assassin économique » de John Perkins. Perkins raconte les diverses méthodes qu'il utilisait dans le cadre de son travail pour en arriver à convaincre les dirigeants avec lesquels il était chargé de négocier des ententes. Cela me ramène maintenant aux négociations de paix qui ont cours depuis l'élection de Trump et aux vidéos d'Alexis Cossette-Trudel dont j'ai souvent fait mention dans le cadre de mes communications. À ce titre, voici le lien pour son dernier webjournal. https://www.youtube.com/watch V = 7J2H. Dans ce vidéo, Alexis fait un travail extraordinaire pour démontrer que ce qui s'est passé en Iran dernièrement n'est que du théâtre, tout comme un scénario qu'on nous a présenté depuis l'élection de Trump pour des situations conflictuelles dans d'autres pays dont la Syrie, la Corée du Nord, le Venezuela, entre autres. Si on prend le temps d'observer, il est de plus en plus facile de prendre note que des négociations ont cours actuellement ou qu'elles ont eu cours avec chacun de ces pays depuis longtemps. À chaque fois, les médias de masse ont laissé planer la menace imminente du début de la Troisième Guerre mondiale. Ils ont même exacerbé cette menace et à chaque fois, ils se sont fait prendre au jeu et la guerre attendue n'a pas eu lieu. Et au contraire, les situations conflictuelles semblent se diriger vers des accords de paix à chaque endroit. Dans le cas de l'Iran, il y a quelque chose de très clair qui ressort à l'écoute des propos d'Alexis Cossette-Trudel. Il y a quelqu'un quelque part, qui n'a absolument rien à voir avec Trump,
qui cherche par tous les moyens à créer des incidents susceptibles d'être un élément déclencheur de guerre au Moyen-Orient. C'est exactement la méthode de travail de la cabale /État profond. Et depuis le début du mandat de Trump, cette méthode ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne plus. Cela démontre très clairement que ce n'est pas la méthode de travail de Trump. Cela démontre aussi hors de tout doute que celui-ci ne fait pas partie de la cabale /État profond. Cela démontre aussi sans équivoque que les médias de masse sont contrôlés par la cabale /État profond et qu'ils cherchent à faire la propagande du plan de ceux-ci. Cela démontre aussi que Trump et son équipe ont un plan et que l'un des éléments majeurs de ce plan consiste à faire en sorte que tout le monde puisse voir de façon évidente où se situe la mauvaise foi. Au fur et à mesure du déploiement du plan de Trump et son équipe, des dirigeants corrompus sont arrêtés, emprisonnés, éliminés. Ils résignent de leurs fonctions, ils se suicident, etc. Bref, tout est fait pour que la cabale /État profond soit éliminée en douceur des postes de pouvoir et tout est fait pour que la transition se fasse en douceur dans le but d'éviter le chaos dans la population et une possible guerre civile. Bref, tout est fait pour en arriver à la paix mondiale et pour permettre aux pays encore sous le contrôle de retrouver leur souveraineté nationale. Cela commence à devenir de plus en plus évident. D'autre part, de la façon dont le théâtre se joue est tel que démontré par Alexis, le déroulement du scénario permet de ramener graduellement les troupes américaines à la maison sans que cela ait l'air d'un aveu de faiblesse et sans que cela ait l'air d'abandonner à leur sort les pays que les Américains étaient censés protéger. En bref, ce sont les gens de la cabale /État profond qui créent les problèmes qu'ils sont censés aider à résoudre. Et il devient évident qu'ils ne résoudront jamais rien tant qu'ils auront des intérêts économiques dans les pays occupés par l'armée américaine. Mais une fois qu'on a coupé les moyens par lesquels les gens de la cabale /État profond exercent un contrôle sur un pays, une fois qu'on a éliminé ces gens, la présence de l'armée américaine n'est plus nécessaire sur ces territoires et l'armée peut se retirer en douceur. Il est pour moi évident qu'il s'agit là de la mise en application des clauses du jeu Zara mentionnées plus haut, même si personne ou presque n'en fait mention. Voilà aussi une condition essentielle pour permettre la manifestation des autres clauses du Zara /jeu Zara. Il y a des changements économiques majeurs qui vont avoir lieu et j'y reviendrai dans d'autres communications. Mais pour que ces changements puissent se produire de façon saine et durable, il faut mettre fin à l'influence de la cabale /État profond pour tout ce qui concerne l'économie. Ces changements pourront prendre place même si tous ces gens n'ont pas été complètement éliminés au moment où ceux-ci prendront effet. Voilà le travail titanesque auquel se sont attaqués Trump et son équipe à partir du moment où celui-ci a été élu président. Dernièrement, j'ai lu, sur un blog, un commentaire intéressant qui faisait ressortir l'ampleur des défis à relever au moment où Trump est devenu président et la façon remarquable dont le travail a été accompli en peu de temps malgré des embûches difficilement imaginables. Voici la traduction de ce texte. Questions relatives aux tribunaux de la FISA et abus des politiques et procédures au sein du gouvernement. Il y a deux questions distinctes. Organisation, impliquée dans cette affaire du FBI, la cour FISA et les arrestations. Il y a le FBI qui a confirmé avoir un problème de gestion. Ensuite, la cour FISA et les procédures. En fait, il y a une troisième organisation et c'est l'État profond, ce qui est bien documenté. L'examen de problèmes internes au FBI est en traitement alors que plusieurs enquêtes sont en cours. L'inspecteur général Horowitz a déjà publié des rapports internes qui identifient spécifiquement certaines des personnes et des problèmes de procédure. Le rapport commet le rapport d'abus de la FISA. De nombreuses personnes ont été licenciées au sein du FBI et d'autres quitteront en 2020. Les problèmes de procédure imposés au président Trump sont sans précédent et ils ont été un obstacle majeur au progrès. Les changements de direction au DOJ, qui comprend le FBI, ont pris du temps et des ressources et ils ont été à l'origine de nombreux retards. L'ingérence politique est bien documentée, les diverses enquêtes de mise en accusation étant utilisées comme outil d'interférence. Le président Trump joue le jeu long terme pour résoudre le gros problème de corruption au sein du ministère de la Justice. Le département d'État a également ce problème de corruption et on y travaille également à tous les jours. Le président Trump a été contraint de vider le Marais, qui a une très grande base estimée à plus de 5 millions. Oui 500 000 de personnel. La corruption au sein du gouvernement est également massive. Les récentes révélations concernant l'Ukraine sont à la fois tristes et alarmantes. L'ensemble du programme Foreign Aid de l'Amérique est infecté par une corruption massive. S'il est commode de blâmer Obama, il est tout simplement naïf de penser que tout a commencé avec lui. La corruption remonte à la Seconde Guerre mondiale en 1945 et aux événements qui se sont produits après la guerre. Aujourd'hui, l'Amérique est une société numérique qui permet d'accéder et d'analyser une grande quantité d'informations. Cela nous amène à la National Security Agency, NSA,
et à sa capacité à capturer des données et à les analyser dans une certaine mesure. L'analyse de ces informations est une tâche énorme et implique l'utilisation d'ordinateurs très spéciaux qui ne sont généralement disponibles que pour la NASA ou d'autres gouvernements. Le président Trump est le patron de la NASA avec l'ensemble de l'exécutif du gouvernement, qui comprend la plupart des agences secrètes et certainement tout le personnel militaire. Historiquement, chaque président a amené avec lui sa propre équipe de conseillers, cabinet, dont le procureur général. Malheureusement, le président Trump sélectionnait son cabinet dans une tanière de menteurs et de voleurs, et il a donc eu besoin de plus de temps pour régler les problèmes. La relation à long terme de Hillary avec James Comey, Rod Rosenstein et Robert Mueller en est un exemple. Ceux-ci, à titre individuel, ont été impliqués avec l'État profond et la famille du crime Clinton depuis de nombreuses décennies. Par conséquent, le président Trump travaille à l'assainissement du ministère de la Justice depuis de nombreuses années. Il reste encore beaucoup de travail à faire, car des personnes dormantes agents sont identifiées et éliminées. Le président Trump a eu le même problème de corruption au département d'État. En fait, le président Trump a une organisation au sein de sa branche exécutive qui déclare ouvertement son intention de résister au président Trump et qui déclare que Trump ne peut rien faire à ce sujet. Maintenant, il y a beaucoup de bonne lumière qui sort de ce tunnel d'obscurité corrompu. La NASA avait pour chef le directeur des opérations, l'amiral Mick Roger, qui s'est présenté et a mis en garde le président Trump au sujet du complot contre lui. Il y avait une autre personne, Bill Binney, qui s'est également manifesté. Ces deux-là sont des dénonciateurs bien établis qui aident le président Trump à drainer le marais. Il existe de nombreux autres dénonciateurs et ces personnes ont écrit de nombreux livres qui donnent des détails spécifiques sur la conspiration de Spygate. Cette situation a créé une atmosphère dans laquelle divers membres du personnel de bas niveau ont été identifiés et arrêtés, ayant montré les preuves contre eux qui sont présentes hors de tout doute raisonnable. Ce qui a amené bon nombre de ces personnes à négocier un plaidoyer et à devenir des témoins coopérants pour le gouvernement. Les statistiques les plus récentes sur ces arrestations du personnel de niveau inférieur indiquent que plus de 16 000 personnes ont été arrêtées. De nombreuses personnes de haut niveau ont également été identifiées et arrêtées et attendent leur procès. Le but de ce qui précède est d'éclairer certains des faits publiés qui identifient ce que le président Trump fait pour drainer le marais au sein du gouvernement américain. La corruption implique également de nombreux autres pays à travers le monde et le président Trump travaille sur ce problème. L'Ukraine est la révélation la plus récente. La Corée du Nord, l'Irak et l'Iran, le Canada, le Royaume-Uni, la France, le Mexique, la Chine et la Russie ont également fait la une des journaux ces 3 dernières années. Israël et l'Arabie Saoudite ont également fait la une de l'actualité et ils sont traités par le président Trump. Le président Trump a un plan qui vise à établir la paix mondiale. Ce plan exige que le monde entier passe d'un système économique basé sur la guerre à un système basé sur les biens et services. Le complexe militaro-industriel résiste à cette transition. Le système industriel militaire fonctionne depuis très longtemps, bien plus que plusieurs centaines d'années, peut-être même plus de plusieurs milliers d'années. Bien sûr, un changement de cette ampleur prend du temps et la transition doit commencer quelque part et 2020 semble être l'année initiale. Cette transition nous amène au prochain problème, la cour FISA. La solution simple ici est d'éliminer cette agence et de déplacer toutes les personnes vers d'autres postes. En fait, c'est la seule solution et elle se produira probablement au cours de la prochaine année. Le plan du président Trump éliminera le besoin de s'espionner pour toutes les nations. Le dernier problème concernant l'État profond sera également éliminé car les menteurs et les tricheurs et la corruption seront éliminés. L'une des questions à traiter sera combien $, est suffisant pour les individus. Il y aura toujours une séparation des personnes en fonction de certains facteurs, mais le facteur de corruption sera considérablement réduit. Il faudra plusieurs décennies de coopération pour construire l'infrastructure nécessaire pour faire du monde un endroit meilleur pour tous. Mais, ce sera l'objectif par opposition au système de travail forcé qui est en place aujourd'hui. La cour FISA ne sera plus nécessaire et elle disparaîtra tout comme l'État profond. Cette transition prendra des décennies. Il y aura donc beaucoup de travail pour occuper les gens et offrir des récompenses appropriées aux élèves les plus performants. Cependant, les traîtres paresseux ne seront pas tolérés et les incitations seront de faire le bien et vos résultats seront récompensés de manière appropriée. Le même individu a publié un autre texte dont je présenterai ici quelques extraits. Mais auparavant, j'aimerais mentionner que le changement socio-économique et politique dont il est question dans les clauses du Nusara/Josara et pour lesquelles les 209 pays ont conclu un accord, passera par une réévaluation mondiale des devises. Toutes les nations redeviendront souveraines et chacune de celles-ci reviendra à sa devise originale. Par contre,
Ces devises seront maintenant appuyées sur de l'or. L'ensemble de l'opération s'appellera le GCR pour Global Currency Reset. Voici à quoi il est fait référence dans le texte dont voici maintenant les extraits. L'Amérique est une république et le président Trump travaille pour nous sauver. La réévaluation globale des devises, GCR, est en fait composée de plusieurs facteurs différents. Les pays, 209 nations, doivent avoir une sorte de système d'échange pour faciliter le commerce. Il existe de vieilles, anciennes, fiducies qui ont des objectifs humanitaires. Point. Il y a tellement de gourous en activité que je n'en nommerai que quelques-uns. Bruce, Tank, TNT Tourny, Judy Binton, Youssef, Mark, Dave Mead, Shelton et bien d'autres. Aucun n'a jamais été correct sur la date de sortie du GCR. Cependant, ils conviennent tous que le GCR est réel. Il y a en fait trois aspects distincts dans les changements globaux tentés. Le géopolitique, le financier et le religieux. Chacun de ces éléments des changements a son propre groupe de gourous. Il y a l'aspect extraterrestre des êtres d'autres planètes qui jouent également un rôle dans le drame. David Wilcox et David Adair sont impliqués ici avec des idées très intéressantes. Ensuite, nous, le peuple américain, avons le président Trump et son plan déclaré de drainer le Marais. Le Marais est très vaste en termes de nations et de peuples et d'organisations. L'Amérique vient de vivre plus de 28 ans de corruption avec le syndicat du crime des présidents Bush-Clinton. Certains de ces criminels ont été faciles à repérer tandis que d'autres se sont assis et ont attendu leur chance de devenir le chef comme ils l'appellent. Hillary Clinton a été la plus facile à repérer car elle est si corrompue qu'elle a réellement cru qu'elle pouvait faire et dire n'importe quoi et s'en tirer avec ses crimes. Obama a établi de nouveaux records pour être un menteur encore plus grand qu'Hillary. L'histoire réelle de la situation actuelle est difficile à trier et les acteurs clés sont encore plus difficiles à déterminer. Et, parce que cette corruption au sein des gouvernements est un complot mondial avec de nombreux éléments complexes, il est très difficile de distinguer le bien du mal et du diable. Les facteurs humains de la cupidité et de la gratification sexuelle sont toujours présents. Par conséquent, nous devons prendre en considération les crimes sexuels impliquant des enfants. Et, bien sûr, nous avons l'aspect pouvoir toujours présent. Hillary et Obama ont porté ce facteur à des niveaux plus bas, parce que le soi-disant État profond a pu contrôler la plupart des gangs des médias et de la haute technologie. La solution a été encore compliquée par le problème des fausses nouvelles, mieux connu sous le nom de psyops et un véritable facteur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la corruption du système judiciaire. Ces anciens présidents mentionnés ci-dessus ont pu pendant 28 ans nommer des juges corrompus conformes à des postes à vie pour légiférer depuis la magistrature. Nous avons vu ces différents juges rendre des décisions bien au-delà de leur mandat et de leur autorité. Donner des ordres au président ne fait pas partie de leur fonction. La séparation des pouvoirs est claire et le président Trump travaille à rétablir l'état de droit tel que clairement défini dans la Constitution des États-Unis et, par conséquent, il se conforme à la loi et utilise d'autres outils pour accomplir son plan. Il y a environ 50 ans, nous, le peuple, avions confiance que les informations rapportaient de véritables événements d'actualité et nous pouvions alors décider ce que nous pensions, étant donné que nous croyons ce que nous avions entendu comme étant vrai. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a les nouvelles alternatives qui travaillent à faire connaître la vérité au peuple. À mon avis, il y a encore des gens de confiance vraiment fiables et le président Trump n'est qu'une de ces nombreuses personnes. Il y a un grand groupe de personnes connues sous le nom de lanceurs d'alerte qui se sont éloignés de et l'apostrophe État profond et ont offert la preuve de la conspiration mondiale pour prendre le contrôle du monde entier pour leur bénéfice et leur plaisir personnel. Ce groupe de lanceurs d'alerte se multiplie et fournit de plus en plus de preuves de la corruption au sein du gouvernement américain et de certains des alliés les plus fiables de l'Amérique dans le passé. Il y a encore un autre groupe de personnes s'inscrivant comme témoins coopérants qui fournissent des informations et des preuves importantes à l'équipe souvent organisée par le président Trump. Ces témoins coopérants ont été arrêtés pour leurs crimes et ont conclu une négociation de plaidoyer pour éviter les graves conséquences de leurs crimes contre l'Amérique et l'humanité. Antoine Divene et son épouse Huma Abedin font partie de cette catégorie de témoins coopérants. Loretta Lynch et Bruce Ohr font également partie des personnes qui ont choisi cette voie disponible. La corruption est très profonde et doit être divulguée au peuple afin que ce problème puisse être corrigé. Nous avons maintenant été exposés à la corruption en Ukraine et au fonctionnement de ce système corrompu. Point. L'immigration illégale n'est qu'illégale. Construisez le mur de la frontière et déportez tous les immigrants illégaux. Pour pouvoir voter, une personne doit être citoyenne américaine. Ce n'est pas un problème difficile. Les Américains veulent-ils vraiment que des clandestins viennent en Amérique pour nous dire quoi faire? Je ne pense pas. En Amérique,
La Constitution américaine est la loi du pays et il n'y a pas de place pour la charia ici en Amérique. Il y a un serment d'office obligatoire pour les élus et il est spécifique quant à la protection et la défense de la Constitution américaine qui comprend toutes les dispositions qui y sont contenues. Tous les nouveaux immigrants doivent prêter serment. De plus, les nouveaux immigrants doivent réfuter tout serment antérieur à toute autre loi. Le serment exige un engagement de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Le président Trump est à l'œuvre pour réparer ce problème et la nomination de conservateurs constitutionnels à la Cour suprême des États-Unis est un pas en avant dans le retour à la loi du pays. Le président Trump a également nommé de nombreux juges constitutionnels conservateurs aux tribunaux de district. Cette approche est à très long terme et elle a rencontré une grande résistance de la part des radicaux d'extrême gauche qui veulent prendre le contrôle de l'Amérique. Le président Trump a tellement de fer dans le feu qu'il a évité les problèmes religieux. Cette confrontation n'est pas loin maintenant. Autrement dit, il y a une guerre religieuse mondiale entre le monde musulman et les non-musulmans. Cette question constituera un tournant dans les élections de 2020, tout comme l'état de droit. L'assassinat récent du général iranien Soleimani en est un exemple. L'Amérique est une république et doit rester une république. Je reviendrai avec d'autres communications pour parler des autres clauses du Neusara/Josara et afin de les actualiser aux situations qui prévalent en ce moment. Quoique plusieurs en pensent, je demeure convaincu plus que jamais que nous nous dirigeons vers un monde de justice, de paix, d'amour, d'harmonie et d'unité. Ce monde est en train d'émerger devant nos yeux. Mais pour le voir, il faut s'ouvrir à cette réalité et cesser de prêter foi aux discours des médias de masse qui ont un intérêt à nous maintenir dans l'illusion de la séparation et des conflits. Si l'un d'entre nous prenait l'initiative de se procurer une imprimante de qualité, puis de s'en servir pour imprimer de l'argent dans son sous-sol, cet argent n'aurait aucune valeur. Mais tant que les policiers n'auraient pas mis fin au stratagème, ces billets pourraient être mis en circulation à condition que la contrefaçon soit crédible. Mais selon moi, ce ne serait quand même pas très long avant d'avoir la visite de policiers pour mettre fin à ce genre d'aventure. Pourtant c'est exactement ce que font la Fed, Réserve fédérale, et toutes les banques centrales du monde entier. Elles impriment de l'argent qui n'a absolument aucune valeur et qui n'est appuyé sur rien de tangible. L'argent auquel il est fait référence ici est qualifié d'argent fiduciaire, d'argent fiat ou de monnaie de singe. En fait, cet état de fait est très facile à valider. Si on prend le temps de comparer des billets de 5 $, de 10 $, de 20 $, de 50 $ et de 100 $, il sera possible de prendre conscience que ce qui les différencie, c'est le chiffre et le graphisme sur le billet. Tous ces billets sont faits du même type de polymère et ils coûtent assurément sensiblement la même chose à imprimer. Donc ce qui leur donne leur valeur, c'est une pure convention et la confiance que nous avons dans ces billets. Et dès l'instant où la confiance envers ceux-ci tombe, ils ne valent même pas le coût de leur impression. La Fed a pris naissance en 1913. Sur l'île de Jekyll où des banquiers s'étaient réunis pour concocter un plan. La Fed est un cartel de banques privées. Elle n'a donc rien de fédéral ou de gouvernemental, pas plus qu'elle n'a de réserve. Immédiatement suite à la naissance de la Fed, par un savant tour de passe-passe, ces banquiers sont parvenus à faire en sorte d'assujettir le gouvernement américain à ce cartel pour tous ses besoins en argent. Le fondateur de la dynastie Rothschild a déclaré: donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me passerai de ceux qui font les lois. Donc à partir de la création de la Fed, ces banquiers ont pu dicter l'ordre du jour aux dirigeants gouvernementaux américains. Dans ma dernière communication au sujet des clauses du Neusara/Josara, je faisais mention de l'existence de corporations gouvernementales qui étaient contrôlées par l'élite/État profond. Voilà comment ils ont procédé pour exercer le contrôle sur nos gouvernements car en fait, après avoir fait leur tour de passe-passe aux États-Unis, ils ont graduellement reproduit le même genre de tour dans la majorité des pays de la planète. À tout le moins, ils se sont assurés d'exercer ce contrôle sur les gouvernements des pays considérés comme des joueurs majeurs dès le début. Et comme ces banquiers sont assoiffés de pouvoir et de fric, ils ont cherché le moyen d'accroître leur emprise. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière communication, la méthode qu'ils utilisent est souvent la suivante: problème, réaction, solution. Et ces gens aiment particulièrement les guerres car celles-ci sont hautement rentables pour eux. Il n'est donc pas étonnant que dès 1914, nous soyons entrés dans la Première Guerre mondiale suite à un scénario fabriqué de toutes pièces par ces gens. Il n'est pas plus étonnant qu'on se soit allons retrouver avec des mesures d'imposition. Ces impôts devaient servir à soutenir l'effort de guerre. Ils devaient être temporaires et surtout volontaires. Pourtant les impôts se sont installés à demeure. Je crois qu'ils sont toujours volontaires mais je crois que celui qui essaiera de s'y soustraire aura tôt fait de subir de la pression. En fait les impôts s'appliquent à la personne juridique, soit une feuille de papier, certificat de naissance,
dont le gouvernement est propriétaire et qu'il a mis à notre disposition, nous les êtres humains. Mais pour les êtres humains, l'impôt demeure volontaire, et, je ne recommande à personne de jouer avec eux pour démontrer tout cela, car il s'agit d'un énorme défi. Mais je n'empêcherai personne de le faire non plus. Ce que je souhaite démontrer ici, c'est qu'il s'agit purement et simplement d'une fraude. Et les agences de collection qui ont pour tâche de collecter les impôts sont des compagnies et elles n'ont rien de gouvernemental hormis le fait d'être liées aux corporations gouvernementales. La Fed a pris naissance aux États-Unis et en principe, son action s'applique aux États-Unis. Mais la Fed a donné naissance au FMI, à la Banque mondiale et à la BRI, Banque des règlements internationaux. Je suis loin d'être un spécialiste en économie mondiale, mais ce sont ces organismes qui sont derrière les banques centrales de tous les pays ou presque. Par ricochet, ce sont ces banques centrales qui sont responsables de l'émission de la monnaie dans les pays où on les retrouve. Et par conséquent ce sont ces banques centrales qui contrôlent les pays par l'intermédiaire des corporations gouvernementales. Il est possible que j'ai sauté quelques étapes dans le but d'alléger le texte. Mais c'est un peu comme cela que ça fonctionne. Donc nos pays ayant cédé le pouvoir d'imprimer leur propre monnaie, ce qui permettait d'éviter l'endettement, se retrouvent avec des dettes colossales qui ne pourront jamais être remboursées. Pour comprendre ce dernier point, il importe de comprendre le processus de création monétaire au-delà de l'impression de la monnaie fiduciaire, car la monnaie fiduciaire représente une infime partie de l'argent en circulation dans le monde. La majeure partie de l'argent en circulation est de l'argent scriptural, c'est-à-dire de l'argent issu simplement d'écriture comptable, soit des chiffres qui changent de colonne dépendant de quel côté on se trouve lors de la transaction. Dans tous les cas, il n'y a maintenant aucune valeur tangible, ni or, ni rien d'autre pour garantir la monnaie en circulation. Il s'agit de vent purement et simplement. Dans le cas de l'argent scriptural, cet argent est créé à partir de dettes. Les banques n'ont aucune réserve véritable quand nous nous présentons chez elles pour faire un emprunt. Elles créent cet argent par un savant tour de passe-passe quand l'emprunteur appose sa signature sur le contrat d'emprunt, que cet emprunteur soit un particulier, une entreprise ou le gouvernement. Donc à la signature du contrat, l'emprunteur a une obligation réelle et il doit créer la valeur nécessaire, tangible, qui lui permettra d'effectuer le remboursement. Par contre, l'obligation de la banque relève du domaine de l'illusion. Mais si les remboursements ne sont pas faits adéquatement, elle s'empressera de saisir des biens tangibles en guise de compensation. Qui plus est, cette façon de créer l'argent ne crée pas les intérêts, ce qui crée un problème majeur. Pour comprendre la nature du problème, nous n'avons qu'à imaginer que toutes les banques du monde obligent tous leurs emprunteurs à rembourser leurs emprunts, capital et intérêts. Dans la minute qui vient, il est d'ores et déjà assuré que tout le monde sera dans l'impossibilité de procéder. Il devient alors clair que cette façon de créer l'argent est frauduleuse. Pour en revenir aux impôts, j'aimerais mentionner que l'IR, Internal Revenue Service, est le bras de collection de la corporation États-Unis d'Amérique 1, et par ricochet de la Fed qui contrôle ce gouvernement. L'IR est une corporation, une entreprise de collection, dont les ramifications s'étendent dans de nombreux autres pays semble-t-il, toujours sous le couvert du FMI, de la Banque mondiale et de la BRI. Je ne veux pas jouer ici aux spécialistes, mais je souhaite démontrer simplement qu'il y a là une fraude magistrale qui concerne le monde entier. Comme tout l'argent en circulation est lié à des dettes, comme nous devons utiliser de l'argent dans nos transactions et comme il n'y a aucune valeur tangible derrière cet argent en circulation, nous devons quand même travailler à la sueur de notre front pour rembourser des dettes qui n'existent pas dans les faits. J'ai souvent fait mention d'esclavage dans mes communications. Alors voilà comment nous avons été contraints à l'esclavage moderne à notre insu. Alors je crois que nous sommes maintenant en mesure de comprendre quelques-unes des clauses du Nezara qui seront mises en application en temps opportun. Et je crois que nous sommes maintenant en mesure de comprendre simplement que ces mesures ne sont pas farfelues, mais qu'elles seront appliquées pour corriger un problème majeur. Et mondial. Alors, voici les clauses dont il est question ici: l'annulation de toutes les dettes liées aux cartes de crédit, aux hypothèques et aux autres emprunts bancaires suite aux activités illégales du système bancaire et des gouvernements, l'abolition de l'impôt sur le revenu, l'abolition de l'IR, Internal Revenue Service, et la création d'un taux fixe de taxe de vente, soit 14%, applicable sur les nouveaux biens non essentiels seulement, comme source de revenus pour les gouvernements. Cela ne se passera pas qu'aux États-Unis. En vertu du Nezara, cela se passera dans chacun des 209 pays participants. Il s'agit de mesures correctives pour mettre fin à cette fraude magistrale qui dure depuis des décennies, en fait, depuis la création de la Fed et possiblement même avant. Il faut savoir que les impôts que nous versons à nos gouvernements ne servent pas du tout au mieux-être collectif. Au contraire,
Ils sont utilisés par l'élite État profond, dans le but de développer des moyens par lesquels ils augmentent leur emprise sur nos vies. En somme, nous suons sang et eau pour leur donner de l'argent qu'ils utilisent pour nous manipuler et nous transformer de plus en plus en esclaves. Et ce, toujours à notre insu. Toutes les dépenses qui servent vraiment au mieux-être de la collectivité sont couvertes par l'argent lié aux taxes à la consommation. Voilà pourquoi les taxes à la consommation demeureront, mais pas les impôts. Et les corporations liées à l'IR tout comme à nos agences de collection nationales pourraient cesser d'exister et ces organismes pourraient redevenir réellement gouvernementaux et être désormais rattachés aux différents conseils du trésor de chaque nation. En ce qui concerne les transactions bancaires, il est clair que les banques ne pourront plus fonctionner selon leur mode de fonctionnement actuel. J'y reviendrai dans une prochaine communication quand je traiterai d'autres clauses du Neusara/Jezara. Maintenant, pour comprendre encore mieux ce qu'il en est, j'aimerais résumer brièvement les grandes lignes liées à l'histoire du Neusara. Selon certaines sources, l'histoire du Neusara aurait commencé immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Selon d'autres sources, on aurait commencé à y travailler après l'assassinat du président Kennedy. Impossible pour moi de valider cela. Mais il y a une chose sûre, c'est qu'on s'est vraiment activé à ce sujet à partir de la fin des années 70. À cette époque, de très nombreux fermiers du Midwest américain ont vu leurs fermes être saisies. Ces fermiers ont alors intenté un recours collectif contre la Fed et le gouvernement américain en alléguant qu'ils s'étaient fait arnaquer. Ce fut un long combat qui s'est terminé devant le Cour suprême au début des années 90. Ce que les fermiers ont démontré, c'est que le système dans lequel nous vivons est une arnaque, c'est-à-dire, tout le système de création monétaire et ce qui en découle. Cela avait comme répercussion deux conséquences majeures. 1. Le système devait se réformer et on devait y voir, ne serait-ce que pour la forme et pour donner l'illusion qu'on avait pris note du jugement. 2. J'ai appris qu'un jugement rendu en Cour suprême crée une jurisprudence applicable dans tous les pays où on retrouve le même genre de problématique. Cela signifie que ce jugement pouvait s'appliquer dans tous les pays où on a affaire à une banque centrale contrôlée par la Fed, directement ou indirectement. Et les conséquences de la fraude dont il était question avaient des répercussions au niveau social et politique. Voilà la raison pour laquelle on a réuni des juges et des spécialistes de toutes les sphères de la vie en société pour pondre les grandes lignes d'une réforme en profondeur. Ont aussi participé à ces rencontres, semble-t-il, des êtres d'autres dimensions qui se seraient manifestés de façon tangible. Parmi eux, il y aurait eu Maître Saint-Germain. Il est un fait reconnu depuis longtemps que ce maître s'intéresse à tout ce qui concerne la question économique au niveau de la vie sur Terre. Encore une fois, il m'est impossible de valider cette information au sujet de la présence de ce maître. Cet énoncé au sujet d'êtres d'autres dimensions peut sembler étonnant et farfelu, mais au cours des derniers mois il est devenu de plus en plus clair que l'alliance qui accompagne Trump dans son action est composée d'êtres faisant partie de la Fédération Galactique. J'y reviendrai dans d'autres communications car il est question de cela dans certaines clauses du Neusara. Donc, ces gens ont pondu un document qui est devenu une charte qui a été votée par le Congrès. Il n'y aurait eu, semble-t-il, que 15 membres du Congrès qui avaient la légitimité pour voter à ce sujet. La reconnaissance de cette légitimité était en lien avec le respect de la Constitution des États-Unis et en lien avec la République des États-Unis, ce qui n'avait rien à voir avec les membres élus pour gouverner la corporation États-Unis d'Amérique 1. Puis cette charte a été transformée en loi par Bill Clinton en octobre 2000. En fait, des militaires, que l'on appelle les chapeaux blancs, ont en tout temps exercé une surveillance sur tout ce processus incluant lorsque la cause des fermiers a été entendue devant le Cour suprême. Et ce sont ces militaires qui se sont introduits à la Maison-Blanche et qui ont forcé Bill Clinton à signer le document. Celui-ci étant un éminent membre de l'État profond, j'imagine facilement qu'il n'avait aucun intérêt personnel à signer un tel document. Or cette loi n'a à date pas encore été annoncée. Il semble qu'elle devait être annoncée le 11 septembre 2001 à 10h AM à partir des tours du World Trade Center. On comprend alors qu'il y a eu une résistance très forte à cette annonce et que l'effondrement des tours n'a rien à voir avec l'acte terroriste qu'on a voulu nous faire croire. Plusieurs spécialistes ont démontré que la thèse qu'on nous a soumise par l'intermédiaire des grands médias ne tient pas la route. Quoi qu'il en soit, en appui à tout ce qu'ils avancent, il y a un fait indéniable qui n'a pas besoin de démonstration qui s'est produit cette journée-là et je veux parler de l'effondrement de la tour Dièse 7 qui, elle, n'a été heurtée par aucun avion. Dans ce cas, les images démontrent clairement qu'il s'agissait d'une démolition contrôlée. Par conséquent, il ne pouvait s'agir que d'un acte planifié de longue date et à l'interne. J'imagine que, si on avait alors pu annoncer le Neusara tel que prévu, il aurait été graduellement mis en place par la suite. Il était aussi prévu que les changements liés au Neusara devaient graduellement migrer et être appliqués dans tous les pays de la planète par la suite.
Il s'agissait d'un plan mondial. Il semble que la résistance à l'annonce du Nusara était d'un ordre de beaucoup supérieur à tout ce qui était attendu. On a donc dû revoir la stratégie, et c'est à partir du crash boursier de 2008 qu'on a commencé à travailler concrètement à l'implantation des clauses du Nusara. Or il semble que tout a maintenant été mis en place pour que le Nusara devienne effectif, sauf qu'on a dévié du plan initial. Le Nusara a évolué vers le Jusara, soit un plan global et qui concerne 209 pays sur cette planète. Il est probable qu'il n'y aura pas d'annonce officielle, mais plutôt une série d'annonces que chaque pays fera à son rythme. Cependant, il semble qu'un échéancier ait été fixé et que les pays concernés devront se conformer aux différentes clauses du Nusara selon un calendrier proposé. L'application des clauses du Nusara changera la donne mondialement. Nous passerons d'une économie ayant la guerre comme trame de fond à une économie où ce sont les échanges sur une base égalitaire entre les pays qui prévaudront. Je ne crois pas qu'il y aura des pénalités pour les pays qui ne se conformeront pas aux clauses du Nusara. Ce qui va arriver, c'est plutôt que ces pays vont s'auto-exclure d'un monde commercial qui se veut juste et équitable et les populations des pays qui agiront ainsi en souffriront par le choix de leurs propres dirigeants. Ce sera donc une invitation pressante à changer de dirigeant. Et ce sera une bonne chose, car une bonne partie des dirigeants actuels, prétendument élus démocratiquement, sont là pour diriger des corporations gouvernementales et ils répondent aux directives de l'élite /État profond. Par conséquent, ces corporations gouvernementales doivent être éliminées. Les différents pays doivent revenir aux règles de leur constitution, ou au besoin, refaire leur constitution, pour s'assurer que ce soit le peuple qui exerce véritablement le pouvoir en tout temps. On devra aussi prévoir des mécanismes dans les constitutions pour s'assurer que ce qui s'est passé ne puisse jamais se reproduire. Dans la communication précédente au sujet du Nusara /Jusara, j'ai fait mention que la première chose à mettre en place, c'est la paix. Partout sur la planète, la seule façon d'y parvenir c'est de mettre fin aux corporations gouvernementales et d'éliminer tous ceux et celles qui cherchent à maintenir leur emprise sur ces corporations gouvernementales. Voilà pourquoi, selon une source, au 31 décembre dernier, on comptait 144,844 mises en accusation émises par une cour fédérale américaine et qui avaient été mises sous scellé. De ce nombre, 16,818 avaient été décellées /remises. Ce qui avait permis de procéder à 1,843 arrestations. Selon moi, le nombre d'arrestations est beaucoup plus élevé, mais ce nombre doit être lié spécifiquement aux mises en arrestation qui avaient été mises sous scellé par cette Cour fédérale. Il y a aussi un tribunal international qui émet des jugements qui permet ou permettra de procéder à des arrestations au niveau mondial. Selon moi, les arrestations effectuées concerneraient des gens de bas niveau ou de niveau moyen au niveau hiérarchique des organisations liées à l'élite /État profond. Ces arrestations de personnages de second ordre permettent d'assembler toutes les preuves nécessaires qui permettront éventuellement de procéder aux arrestations des gens des échelons supérieurs. Cela concernera des personnages de très haut niveau et des célébrités. Ce processus est très long et j'expliquerai pourquoi il en est ainsi dans une prochaine communication concernant d'autres clauses du Nusara /Jusara. Pour le moment, j'aimerais mentionner qu'il est possible que le modèle économique basé sur la fraude, et dont j'ai fait mention dans ce texte, prenne fin bientôt. Il est à prévoir des rebondissements à ce sujet à partir de 31 janvier prochain. Il y a 3 raisons majeures à cela. 1. La corporation États-Unis d'Amérique doit faire un paiement en lien avec son immense dette. Or, elle est dans l'incapacité de le faire. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et on a toujours trouvé le moyen de s'en sortir. Mais il est possible que ce soit différent cette fois-ci. Je crois qu'on a toujours trouvé le moyen d'étirer la sauce tout simplement dans le but d'éviter un chaos économique mondial. En fait, ce chaos ne pourra manquer de se produire éventuellement. Ce système de fraude s'est lui-même conduit à son niveau d'implosion. Par conséquent, cela est inévitable et arrivera tôt ou tard. Je crois que les gens de l'Alliance ont essayé de contrôler le moment de l'implosion pour la faire arriver au moment opportun. Et je crois que ce moment est arrivé. Jusqu'à récemment, le dollar américain a été la monnaie de référence au niveau mondial. Mais comme je l'ai expliqué, ce dollar n'avait aucune référence tangible. Or, il y a quelques années, 5 pays se sont réunis, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour créer l'alliance du BRIC. Ces pays ont convenu de transiger avec des devises appuyées sur des valeurs tangibles, prenant ainsi leur distance par rapport au dollar américain. Comme ces pays représentent quand même une proportion importante de la population mondiale, leur influence est certaine. Or, un de ces jours, ils exigeront que la dette de la corporation États-Unis d'Amérique
soit remboursés avec des devises soutenues par de l'or. Et cela n'est pas possible pour cette corporation étant donné qu'elle a toujours fonctionné avec des dollars fiat. À ce moment, cette corporation devra déclarer faillite. Le Brexit deviendra effectif à compter de la même date, soit le 31 janvier. Je crois que cela n'est pas une coïncidence. La mise en application du Brexit mettre fin, à plus ou moins brève échéance, à l'Union européenne. Par ricochet, cela mettra aussi fin à la Banque centrale européenne. En conséquence, la situation aux États-Unis doublée de la situation en Europe créera un remous terrible au niveau économique, et cela pourrait marquer la fin de ce modèle économique basé sur la fraude. 3. Je crois que ce n'est absolument pas par hasard que l'accord avec la Chine et l'accord USMCA ont été signés dernièrement. Selon moi, tout est prévu dans ces accords pour finaliser la transition vers un nouveau modèle économique mondial où chaque pays pourra exiger d'être payé dans la devise du pays. Par conséquent, pour en arriver là, il faudra qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle le GCR, Global Currency Reset. Il s'agit d'une réinitialisation mondiale des devises où les 209 pays participants aux nœuds arabes/GZARA ont convenu de l'utilisation de leur devise nationale propre appuyée sur des valeurs tangibles comme de l'or/argent. Il ne faut pas craindre l'effondrement de ce modèle économique basé sur la fraude. Au contraire, il faut le souhaiter. Dans une prochaine communication, je traiterai de la mise en application d'autres clauses du nœud arabes/GZARA, qui nous dirige vers la mise en place d'un nouveau modèle économique juste et équitable pour tous. Et cela n'est pas à venir. Tout semble déjà en place et il ne resterait qu'à officialiser le tout. Il y a très longtemps que j'en parle. Nous y sommes arrivés. Enfin, quelques jours, peut-être quelques semaines. Mais selon moi, le prochain mois risque d'être spectaculaire avec la tenue du procès pour la destitution, le Brexit et l'échéance du paiement dont il a été fait mention plus tôt. Il y a aussi le rapport promis par Rudy Giuliani qui pourrait devenir public pendant le procès devant le Sénat. Devrait suivre à brève échéance le rapport UB et le rapport Durham, deux rapports qui devraient être fatals pour les gens de l'élite/état profond. Bonne transition à tout le monde. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site latableronde.ovblog.com, que vous mentionniez le nom Le Phare ou Yves Dubé.